Pour ce qui est de la réglementation, donc ce diagnostic PEMD, il est obligatoire à partir du 1er juillet 2023, donc c'est demain, pour tout nouveau dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme et pour toute signature de devis ou passation de marché. Alors, il remplace le diagnostic déchets démolition, comme je vous l'ai dit, et il élargit le périmètre d'application. On verra quels sont les projets qui sont concernés désormais. Et puis, il renforce aussi, comme je vous le disais, la traçabilité des bordures au suivi de déchets, mais surtout la traçabilité de tous les gisements qui vont quitter le chantier pour savoir l'usage qu'il en a été fait. Les textes réglementaires de référence, donc c'est le code de la construction. Alors, au départ, c'est la loi AGEC, au tout début. Ensuite, il y a un certain nombre de réglementations et de lois qui ont été codifiées dans le code de la construction et de l'habitation. Donc, vous avez les références. Et puis, le dernier texte qui est paru fin avril, bon, qui est daté du 26 mars, mais qui est paru fin avril, qui est l'arrêté d'application de cette réglementation qui fixe le format des CERFA, la destination des documents et les règles du jeu en termes de compétences des personnes qui sont capables de faire ces diagnostics PEMD. Donc voilà, c'est cet arrêté-là qui rend vraiment effectif l'application de la réglementation au 1er juillet. C'est un arrêté qu'on attendait depuis à peu près 18 mois pour pouvoir le mettre en route. Donc voilà le cadre réglementaire. Et on va voir maintenant les sujets les projets qui sont concernés par ce diagnostic PEMD. Donc, on a toujours les opérations de démolition. Aujourd'hui, on est passé à des projets de démolition qui ont une surface de plancher supérieure à 1000 m². Donc, on parle bien de surface de plancher. Et on a intégré la problématique de rénovation significative des sites. Donc, rénovation significative, c'est toujours pour des projets de plus de 1000 m² de surface de plancher. Et c'est quand on va commencer à démolir, déconstruire, réhabiliter, curer 50% de certains éléments de seconde œuvre. On verra le détail. Donc, ça veut dire que des réhabilitations de plateaux de bureaux tertiaires peuvent être concernées maintenant par le diagnostic PEMD, des réhabilitations de logements sur des grands ensembles, tout à fait, dans le cadre de rénovation énergétique. On verra que les éléments de seconde œuvre qui sont concernés, finalement, sont vite intégrables dans le diagnostic PEMD. Donc, démolition, réhabilitation significative de projets qui ont une surface de plancher supérieure à 1000 m². S'il y a plusieurs bâtiments dans le même projet, on va sommer les surfaces de plancher. Ça sera le même projet, la même opération de travaux. Et il y a aussi, en dehors de toute considération de surface de plancher, les sites qui ont abrité des activités polluantes au titre des installations classées, qui sont concernés par ce diagnostic PEMD. Mais pour le coup, là, il n'y a aucune notion de surface. Un hangar de 300 m² qui a hébergé une activité installation classée, il est assujetti au PEMD. Il était déjà assujetti à la réglementation du diagnostic démolition ou diagnostic déchets, mais en l'occurrence, c'est resté dans le périmètre. Donc, la réglementation, l'arrêté d'avril confirme l'application obligatoire de deux CERFA, de deux documents réglementaires CERFA, qui s'appelle le CERFA diagnostic et le CERFA recollement. Vous avez les références et puis on reviendra dessus avec les exemples d'éléments qu'il faut faire figurer à l'intérieur de ces CERFA. Je vois des questions passer, je ne vais pas m'y attarder, Hugo me les représentera en fin, si jamais dans la présentation je n'y ai pas répondu au fil de la discussion. Diagnostic PEMD, donc dans quel cas il doit être réalisé? Démolition de bâtiments ou partie majoritaire de bâtiments. En gros, on démolit plus de 50% d'un bâtiment, c'est une démolition. Une rénovation significative, c'est rénover plus de la moitié de deux éléments de seconde œuvre. Donc, vous avez une liste restrictive, mais dans la réglementation, c'est bien détaillé. C'est des planchers non structurels, des cloisons, des huisseries extérieures, des cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et les systèmes de chauffage. Imaginons une rénovation énergétique où on change les huisseries d'un immeuble, on change le système de chauffage et on en profite pour faire une mise en conformité électrique. Là, on aura touché 3 éléments de seconde œuvre. Le projet faisant plus de 1000 m² de surface de plancher, à ce moment-là, le PEMD va s'appliquer. Alors, il va s'appliquer uniquement aux éléments de seconde œuvre concernés. On ne va pas aller s'amuser à regarder les sanitaires, les douches et les baignoires, puisque les travaux ne vont pas concerner cette partie-là. Et puis, le dernier élément, c'est les sites qui ont pu héberger une substance classée comme dangereuse au titre de l'environnement. En gros, c'est les ICPE. L'objectif du PEMD, comme je vous le disais, c'est donc de lister, caractériser, mesurer l'ensemble des PEM, produits, équipements, matériaux et déchets. C'est une finalité, le déchet, si jamais on n'en fait rien,
qui vont être extraits et générés lors des opérations de travaux et de curage sur le site, de préconiser des solutions de dépôt soignés pour optimiser la gestion et la valorisation de ces gisements. L'idée, c'est de valoriser au maximum l'économie circulaire et de réemployer la ressource présente pour ne pas avoir acheté du neuf. Idéalement, in situ, s'il y a un projet de construction neuve derrière, ou dans un rayon proche pour des projets aux alentours, pour éviter que les matières traversent la moitié de la France pour être réutilisées sur un autre chantier. Donc clairement, le diagnostic PEMD, c'est un inventaire. C'est un inventaire détaillé de ces produits, équipements, matériaux et déchets avec toutes ces caractéristiques et une quantification en unités et en tonnes pour pouvoir effectivement identifier le gisement et éventuellement remettre sur le marché du réemploi ces différents matériaux. Que risque la maîtrise d'ouvrage si elle ne réalise pas ces diagnostics PEMD à partir du 1er juillet? D'abord, c'est une contrainte administrative. Le premier risque, si la maîtrise d'ouvrage ne fait pas réaliser ce diagnostic PEMD, c'est que le projet ne puisse pas avancer puisque les autorisations d'urbanisme, permis de construire, permis de démolir, ne vont pas être délivrées par les autorités. Donc ça, c'est déjà un premier sujet. Un blocage technique aussi, puisque les entreprises de travaux vont avoir besoin de savoir, dans leur lot de travaux, s'il y a des produits, équipements, matériaux qu'ils doivent déposer soigneusement dans le cadre de leur curage, par exemple. Ce n'est pas une fois qu'une entreprise de travaux aura remis son prix pour le curage d'un plateau au tertiaire, par exemple, qu'il va falloir leur préciser que, ah oui, mais attention, il faut déposer les cloisons, les ranger, récupérer les racks métalliques ou les tableaux électriques ou les baies informatiques. C'est vraiment des éléments qui vont faire partie intégrante du cahier des charges de déconstruction. Et puis, la sanction financière, pénale et civile, elle apparaît au moment du CERFA de recollement, en fait, puisque les sanctions civiles, je vous ai mis l'extrait de la notice du CERFA de recollement et puis la référence du texte du Code de la construction, effectivement, une maîtrise d'ouvrage qui ne saurait justifier, après récidive, de la bonne traçabilité des flux de son chantier, c'est-à-dire dans les 90 jours suivant la fin de son chantier, risque une amende de 45 000 € et des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 6 mois. L'autre risque, c'est de la sanction pénale pour la mise en danger de la vie d'autrui. Là, ça va concerner, alors bien sûr pas les PEM, mais le fait que les polluants du bâtiment n'ont peut-être pas été intégrés dans la gestion du risque du chantier et du coup ont pu mettre en danger les entreprises qui sont intervenues, s'il n'y a pas eu le diagnostic amiante et plomb, par exemple, ou même l'environnement, les personnes environnantes du chantier. Donc la sanction pénale va concerner plutôt le risque sanitaire et le risque pollution. Après, il y a toujours les atteintes à l'environnement qui peuvent être sanctionnées si les déchets partent dans la nature sans traçabilité, mais voilà le risque, sachant que le premier blocage sera administratif, et ensuite, lorsqu'il y aura des contrôles, il pourra y avoir des sanctions civiles et pénales. Un point sur les documents réglementaires qui sont nécessaires, utiles et, j'allais dire, presque obligatoires pour la bonne réalisation d'un diagnostic PEMD. Il y a de grandes chances que le diagnostic PEMD s'applique à des bâtiments dits anciens, et quand on parle de bâtiments anciens, on se soucie de la réglementation amiante, avec l'obligation de faire un repérage amiante avant travaux ou avant démolition pour tous les bâtiments qui ont un permis de construire avant le 1er juillet 1997. Pareil pour la réglementation de repérage plomb avant travaux. Là, il y a une recommandation de la Direction générale du travail qui préconise de faire ce repérage plomb avant travaux pour tous les bâtiments datés d'avant 1994. Et puis pour les sites qui ont hébergé une activité polluante, le diagnostic environnemental. Donc, c'est des réglementations qui existent déjà et qui viennent prendre du poids réglementaire dans l'obligation du PEMD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un PEMD pour un bâtiment d'avant 97 dans lequel on n'annexerait pas un repérage amiante avant travaux ou avant démolition, c'est un diagnostic PEMD incomplet. Et c'est un diagnostic PEMD potentiellement dangereux aussi, puisque si on préconise une dépose des sanitaires, par exemple, mais qu'on n'a pas identifié que les cols de carrelage pouvaient être amiantés, on peut mettre en danger l'entreprise qui va faire le curage. Donc c'est vraiment un document essentiel, avant travaux, avant démol et plomb avant travaux, pour gérer la déconstruction
dans le cadre d'un inventaire PEMD. Donc, ces repérages, idéalement, il faut qu'ils soient faits en amont du diagnostic PEMD, puisqu'on va venir récupérer l'information et quantifier les polluants du bâtiment. Et puis surtout, quand on va faire des investigations de terrain du diagnostic PEMD, il ne faut pas que nous, non plus, en tant que diagnostiqueurs, on mette en danger nos équipes. Dans notre société, on a la chance que les personnes qui vont faire le diagnostic PEMD sont elles aussi diagnostiqueurs amiante, sous section 4, donc on sait qu'ils seront protégés, ils utiliseront des protocoles sécurisés, ce qui font que même sans l'information amiante, on pourra travailler en sécurité et faire avancer le projet. Mais vraiment, l'idéal, c'est d'avoir fait l'avant-travaux amiante ou avant-démolition amiante en amont du PEMD ou simultanément, quand c'est une entreprise, par exemple comme la nôtre, qui peuvent faire les deux prestations avec une équipe, avec la même équipe, clairement. Donc ça peut être un levier d'économie aussi. Le diagnostic PEMD, donc l'arrêté rend obligatoire et confirme le format des CERFA qu'il faut générer. Donc l'obligation du PEMD, c'est générer un rapport de diagnostic avec un plan de repérage, des photos, des préconisations de dépose, des caractéristiques de matériaux, donc vraiment un rapport de diagnostic, il y a un livrable avec des informations détaillées sur le projet, et à côté de ce livrable de rapport diagnostic, il y a un CERFA diagnostic à compléter, qui est le document officiel qui doit être transmis sur la plateforme du CSTB. Transmis de deux manières, soit transmis par mail aujourd'hui, puisque c'est la recommandation qui existe, soit les informations doivent être ressaisies sur la plateforme du CSTB, donc en redéclarant le projet. Donc ça, c'est une responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, de transmettre le CERFA ou de saisir les éléments sur la plateforme du CSTB pour pouvoir déclarer ces gisements. Et donc, ligne à ligne, il faut sur la plateforme du CSTB saisir ces éléments de caractéristiques du projet et de tous les gisements de PEMD qui auront pu être identifiés dans le cadre du diagnostic. Vous avez un exemple donc, de ces tableaux et du niveau de détail, puisque là, dans un diagnostic PEMD, on va aller donner les quantités, on va donner les dimensions du produit équipement, on va estimer l'âge du produit et on va donner un état de conservation pour pouvoir qualifier, donner la qualité du PEM qu'on aura identifié. Et puis, il y avait un travail collaboratif dans le cadre de la mise en place de ce diagnostic PEMD pour définir 3 niveaux de nomenclature. Donc, vous avez un petit extrait sur la slide que j'ai intégré. J'ai pris au hasard les cloisonnements, la rubrique cloisonnement, doublage, plafond suspendu et menuiserie extérieure. Donc, dans cette catégorie 5, il y a la sous-catégorie cloison, doublage mur et plafond suspendu. Et le 3e niveau de nomenclature nous demande de caractériser les blocs béton cellulaire, les carreaux plates, les cloisons amovibles, etc. Et c'est chacune de ces catégories-là sur lesquelles on va devoir donner un quantificatif et un état de conservation. On va pouvoir mettre les éléments quantificatifs dans ce CERFA. Donc, on imagine très bien que sur un projet de curage et de déconstruction ou de démolition, il va y avoir une grande quantité de lignes descriptives de produits, équipements, matériaux qui auront plus ou moins de valeur sur le marché du réemploi. Et c'est là où l'expertise des diagnostiqueurs va être intéressante, c'est qu'on va se concentrer sur les gisements qui ont une forte valeur ajoutée et on va passer forcément un petit peu moins de temps sur des gisements dont on sait que la filière de réemploi aujourd'hui n'est pas forcément opérationnel. Par contre, ça peut évoluer dans le temps, clairement. Le CERFA de recollement, c'est le document qu'il faut produire dans les 90 jours suivant la fin du chantier. Donc, même principe, on décrit l'opération, c'est transmis sur la plateforme du CSTB ou par mail, et puis on va retrouver les catégories de PEM, la description, les quantités et les destinations de ces gisements. Alors, il y a un encart pour les produits, équipements, matériaux qui ont été réemployés, et puis il y a un encart pour ce qui malheureusement a fini par partir en déchet parce que personne ne s'est intéressé à ce gisement. Donc voilà, pareil, donc vu le niveau de détail qu'il faut fournir dans ce CERFA, c'est vraiment important d'avoir un partenaire qui suit le projet sur toute la longueur du projet dans le cadre de prestation d'AMO économie circulaire. Ça ne sera pas possible ou très compliqué, une fois le chantier terminé, de récupérer toutes les informations pour les consolider dans un CERFA recollement.
Que doit vérifier la maîtrise d'ouvrage quand elle passe un ordre de mission pour un diagnostic PEMD? Clairement, c'est clairement précisé dans la réglementation que la maîtrise d'ouvrage doit vérifier deux choses, et la compétence du diagnostiqueur avant la réalisation du PEMD, et puis s'assurer aussi que le diagnostiqueur ou son entreprise est assuré convenablement pour faire ces diagnostics PEMD. Il faut une assurance spécifique, en tout cas, il faut que l'assurance mentionne bien que le prestataire est assuré pour ça, donc avec des seuils de garantie. C'est les mêmes seuils que pour le diagnostic amiante, mais il est nécessaire de la joindre par exemple dans des devis, ou en tout cas que la maîtrise d'ouvrage puisse vérifier que son prestataire est bien assuré comme ça. Et puis pour les compétences du diagnostiqueur, donc ça nécessite un niveau d'expérience professionnelle, ou un diplôme sanctionnant une formation qualifiante, ou en tout cas toute preuve qui permet de justifier que la personne qui intervient est compétente en gestion du bâtiment, gestion des déchets, connaissance de la structure d'un bâtiment. Les profils qui correspondent à ces caractéristiques-là, typiquement, c'est les opérateurs de repérage amiante avec mention, certifiés amiante avec mention, qui font habituellement les avant-travaux et les avant-démolitions. Ces profils-là ont les prérequis. D'autres intervenants peuvent faire les diagnostics PEMD, je pense à des architectes, à des maîtres d'œuvre. Ils ont l'expérience, la connaissance du bâtiment, forcément, de par leur métier, et ils pourront passer une formation qualifiante. Aujourd'hui, il y en a une qui est assez réputée, qui dure une semaine, qui est portée par le CSTB, et qui rend qualifiés des diagnostiqueurs qui ne sont pas issus du métier du diagnostic amiante, par exemple. Mais en tout cas, il faudra prouver sa compétence, et c'est à la maîtrise d'ouvrage de vérifier cette compétence-là. La responsabilité, elle est à la maîtrise d'ouvrage. De vérifier l'assurance et de vérifier la compétence, c'est vraiment important.